cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs. On vient d'avoir un petit problème technique. Voilà, il y a de l'électricité, mais c'est tout positif. Vous allez voir pourquoi, parce que on a une invitée. C'est une émission spéciale. Donc, la nature et vous, c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien, en interaction avec le vivant autour de nous? Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Maud Ankawa. Bonjour Maud. Bonjour Sandrine et merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et en plus, en direct et présente dans le studio. Alors, pour ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas Maud, je vais vous la présenter dans quelques instants. Donc, la nature, on l'a en nous. Nous faisons partie intégrante de la nature. Notre microbiote, quand on l'analyse, est composé de nature. On peut voir d'où on vient. Notre ADN contient des éléments de nature. Et nous sommes plus bactéries que cellules humaines. Nous avons évolué à 99,9% dans la nature et en 10 000 ans, notre physiologie n'a changé que de 0,005%, c'est-à-dire quasiment pas. Donc d'un point de vue tangible, on voit bien que nous sommes partie intégrante de la nature. Mais en tant qu'être vivant humain, pour être tout à fait complet, nous avons besoin d'intégrer 3 piliers. Le corps, les émotions, le mental, la cognition et un 4e, la spiritualité. Et en fait, ils sont interdépendants. Et c'est justement la conscience des 3 qui crée cet équilibre intérieur. Or, notre éducation, nos histoires personnelles, l'influence et l'exigence de la société nous font parfois justement perdre notre boussole intérieure. Nous nous éloignons de notre propre nature, de qui nous sommes, sans masque, sans faux semblant, sans peur et croyances limitantes. Nous nous coupons parfois de nos émotions, et par un fort mental, ou bien nous ne sommes pas à l'écoute des signaux de notre corps, et là il y a un déséquilibre. Quand on observe la nature, j'allais dire au sens large, végétal, animal, les forêts, les lacs, la rivière, la mer, tous les écosystèmes. Ce que l'on peut voir, c'est que la nature, elle évolue et se développe librement, quand il n'y a pas d'intervention humaine, quand même, bien fort à préciser. Donc elle se développe et évolue librement, et elle s'autorégule par elle-même, elle crée la beauté, l'équilibre, elle nourrit. Alors, comment retrouver cet équilibre-là en nous, à l'image de la nature? Donc pour en parler aujourd'hui, c'est justement avec Maud Ankawa. Maud, vous êtes écrivain, conférencière internationale, auteur de 3 best-sellers vendus à 5 millions d'exemplaires, traduits dans plus de 20 langues, dont le premier paru en 2018, Kilomètre Zéro, suivi 2 ans et demi après par Respire, et le dernier paru début de cette année, Plus jamais sans moi. Avant ça, vous avez eu une autre vie, une grande réussite professionnelle, mais plutôt dans le monde de la finance, de l'high-tech, de la stratégie d'entreprise. Et 2010, c'est l'année charnière. 2010, vous vendez votre entreprise à Dassault. 2010, peut-être, c'est là où, justement, vous sentez qu'il y a un besoin vital de faire un break parce que vous êtes en train de vous éloigner de votre propre nature, de vos valeurs. Et vous décidez de partir en Himalaya, faire le tour des Annapurna. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi de ces succès, peut-être une des graines, c'est que Maud, vous écrivez avec le cœur, sans attente. Et si ce n'est justement l'amour du partage, quelque chose qui vous tient fort à cœur. Et vous nous livrez avec authenticité dans vos romans et par vos personnages, votre expérience qui vous a mené à qui vous êtes aujourd'hui, à vous être retrouvé, de vous reconnecter à cette nature profonde. Dans vos livres, c'est justement une invitation pour les lecteurs à explorer leur monde intérieur aussi. Concernant la nature, déjà toute petite, vous viviez à Paris et vos parents avaient cette merveilleuse idée de vous emmener, vous et votre frère, à la campagne tous les week-ends. Mais déjà toute petite, vous ressentiez les week-ends où vous n'alliez pas à la campagne qui avait comme un manque. Donc il y avait un manque de nature, donc il y avait déjà cette forte conscience. Alors Maud, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que signifie la nature pour vous? Merci pour cette introduction et merci pour cette question. Je pense que la nature, c'est vraiment nos fondations. C'est-à-dire que pour moi, c'est un refuge absolu. Dès que j'ai besoin de réfléchir, dès que j'ai besoin de créer, dès que j'ai besoin de me retrouver, moi avec moi, eh bien la nature, c'est un refuge partout sur la planète. Alors c'est vrai, quand on vit dans des grandes villes, on se dit il y a peu de nature. En fait, c'est pas vrai.
La réalité, c'est qu'il y a toujours, bien sûr, pas des forêts immenses comme on peut trouver dans certaines provinces, mais il y a toujours des endroits de verre, et même simplement un arbre, et même simplement une fleur, et même simplement le soleil. Vous allez me dire, à Paris, on ne voit pas souvent le soleil. C'est pas vrai. Parce qu'on sait aussi que derrière les nuages, il y a aussi le soleil. Donc tout est toujours là. La réalité, c'est que tout est toujours là. Et il n'y a qu'à mettre de la conscience sur cette nature pour pouvoir se ressourcer. Donc cette conscience, je l'ai sans doute pas eue si tôt que dans cette présentation. Par contre, ce que je sentais, ou très vite, en tout cas mes parents nous le disaient, on était assez énervés avec mon frère si on pouvait pas se libérer comme beaucoup d'enfants, courir dans la nature, faire du vélo, et on ne fait pas du vélo en appartement, enfin pas à nos âges. Et en réalité, très vite, on voit cet énervement chez les enfants quand ils sont enfermés. D'ailleurs, souvent on dit bon, on va sortir les enfants, un peu comme on va sortir son chien, parce que ça fait du bien de les voir courir et et surtout ça les déstresse. Mais c'est exactement pareil quand on devient adulte, on est stressé par un tas de choses et on est enfermé, on travaille beaucoup derrière nos écrans, et le simple fait de pouvoir marcher simplement, tout doucement, de marcher et même rapidement. Je sais que par exemple quand je vivais beaucoup à Paris, je faisais tout à pied, parce que le simple fait de marcher, même si on peut se dire c'est pollué, même si on peut se dire, la réalité c'est que ça faisait un bien fou. Donc cette conscience, c'est qu'un état d'esprit, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Dès qu'on met de la conscience sur quelque chose, alors on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en nous. Très bien, merci. Dans vos 3 romans, il y a un décor, il y a un point commun. En dehors de là où vous nous emmenez dans cette exploration intérieure, le décor, c'est la nature et c'est des lieux de spiritualité. Donc, Kilomètre Zéro en Himalaya, Respire en Thaïlande et Plus jamais sans moi sur le chemin de Compostelle. Donc c'est des lieux où à la fois la nature a toute sa place et la spiritualité aussi. Donc comment vous expliquer, parce qu'on pourrait très bien faire des questionnements intérieurs, enfin cette quête de soi, en restant finalement chez soi, enfin dans sa ville, en allant voir un thérapeute, mais en plus le fait justement d'aller dans ces voyages comme vous l'avez fait. Pourquoi ça a un tel impact finalement dans se retrouver avec soi-même? Alors vous l'avez très bien dit, en réalité, on n'a pas besoin de voyager pour être avec soi. Ce que m'apporte le voyage, c'est simplement un décentrage de ce que je connais. Et quand vous êtes décentré de ce que vous connaissez, votre attention est particulière, c'est simplement une question de sécurité, à ce qui est autour de vous. Si vous partez en pleine montagne à 2 pas d'ici, et que vous ne connaissez pas le chemin, vous allez être subjugué par la beauté, certes, mais aussi toujours par besoin de sécurité, de voir et d'explorer par le regard, par les ressentis, par les parfums, par ce que vous entendez. Vous allez avoir besoin de poser un cadre de sécurité. Parce que l'être humain, on est des êtres sociaux, mais avant tout, avant d'arriver à une certaine civilisation, on vivait dans la nature et c'était une question de sécurité que d'explorer en étant prudent. Quand on part en voyage, on a ces besoins primaires de retrouver cette sécurité. Et donc, ça nous ramène à notre instinct primaire et aussi à nos sens, vraiment à nos sens. Et c'est lorsque vous êtes dans vos sens que vous pouvez revenir à l'instant présent. Donc quand vous êtes dans la nature, forcément, vous êtes dans les parfums, vous êtes dans la beauté, vous êtes dans les sons, et puis un son peut être vite inquiétant ou au contraire réconfortant. Donc revenir à la nature, c'était pour moi essentiel. Et le voyage, je crois que c'est vraiment mon ADN. Je pense que je suis une vraie droguée du voyage. Donc très vite, j'ai allié les deux. Et vous disiez tout à l'heure, en début de cette question, ce sont des lieux de spiritualité. En fait, oui et non. On pourrait mettre de la spiritualité partout où on va. Chez soi, on peut mettre de la spiritualité. Chez le boulanger, on peut en mettre aussi. Il suffit simplement, encore une fois, de mettre son attention sur ce qui est important pour nous. Donc effectivement, il y a plein de gens qui partent en Thaïlande et qui n'y mettent aucune spiritualité. Il y a plein de gens qui partent dans l'Himalaya et qui n'y mettent pas de spiritualité, mais plutôt un défi sportif, par exemple. Moi, à travers mes romans, j'essaye de résumer 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents, des rencontres avec des philosophies, des cultures, des religions différentes, simplement pour partager des clés qui m'ont vraiment aidé à me construire dans ma philosophie de vie, qui n'est pas une religion particulière, qui n'est pas une philosophie particulière, qui n'est pas une culture particulière, mais plutôt un mélange de l'ensemble de ces témoignages, de ces choses qui m'ont fait du bien, dans lequel j'ai créé ma propre méthode de management, mais
qui transpire à travers ma propre philosophie de vie. D'accord. Et vous êtes justement dans votre dernier livre, Plus jamais sans moi, il y a un merveilleux conte, Le bambou et la fougère. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans dévoiler bien sûr tout le livre, mais je trouvais vraiment que ça avait sens. Alors il y a aussi. Plusieurs messages, je ne sais pas lequel vous voulez explorer, libre à vous. Mais en tout cas, je crois que l'idée de ce conte, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, de comprendre que quand on est face à soi, aux différentes facettes de qui l'on est, on retrouve ce mouvement, on retrouve cette flexibilité, on retrouve différentes facettes de nous qui nous permettent de nous construire. Je crois qu'on a tendance par notre éducation, beaucoup d'ailleurs, à se mettre dans une carte du monde assez restreinte. Quand je dis carte du monde, c'est une façon de voir les choses assez restreinte, alors qu'en réalité, il y a 1000 possibilités et 1000 facettes. Moi, j'ai découvert par exemple les émotions en Asie, parce que en Occident, les émotions, on les met un peu de côté, et puis l'important c'est d'avoir la tête bien faite, d'être bonne en mathématiques, en physique, etc. Et puis on trouvera toujours notre voie avec ça. La réalité, c'est que on est pétri par les émotions 24 heures sur 24. On n'y met pas forcément de conscience, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, et on ne sait pas forcément quel message une émotion a passé. Et moi, on me disait toujours, mais non, il ne faut pas avoir peur, mais non, il ne faut pas pleurer quand on est petit, mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. En fait, ça sert à beaucoup de choses. Parce que quand on comprend le message de nos émotions, eh bien, naturellement, on peut poser les actions justes. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Donc, vous parliez tout à l'heure d'effectivement ce rapport au mental, aux émotions, donc au cœur et au corps. Je crois que c'est fondamental de réconcilier ça. Et pour revenir à la nature, effectivement, la nature nous aide à réconcilier ça. Et dans le cœur, et dans le mental, et dans le corps. Et c'est vrai que je marche beaucoup, c'est pour ça qu'on retrouve aussi bien dans Kilomètre Zéro, ce trek dans l'Himalaya ou sur Compostelle, ce chemin de Compostelle qui fait quand même des milliers de kilomètres, simplement parce que ça m'aide aussi à poser ma réflexion, à rentrer dans mes émotions, et puis surtout d'être dans le corps, parce que quand on fait un effort physique, forcément on est dans le corps, et puis si on veut pas l'être, de toute façon il nous rappelle à ça, avec les courbatures, avec les ampoules, avec le sac à dos qui est un peu lourd, enfin avec plein de choses. Donc finalement, cet alignement, on est obligé de le retrouver. Donc dans ce conte, oui, il y a cette flexibilité qui est, le roseau il plie, on peut comprendre les choses un peu différemment et avoir des facettes un peu différentes. Ce que je trouvais intéressant aussi dans ce conte, c'était que le bambou prenait... Alors j'ai vraiment appris ça parce que je ne savais pas. Le bambou ne poussait pas tout de suite. Au tout début, je vous laisse plutôt raconter. Non, il pose ses racines, oui, il pose ses racines, et c'est même très long à poser ses racines. Et après, on a l'impression que les bambous, effectivement, d'ailleurs souvent on entend, je veux planter des bambous, ça ira vite, on aura vite une haie, etc. Mais en fait, pas du tout. Ça met beaucoup de temps, et puis d'un coup, il se met à pousser. Et poser ses racines, je crois que c'est la base pour nous aussi, vraiment d'arriver à s'ancrer, même si de l'extérieur on a le sentiment que on n'avance pas vite ou que les autres avancent plus vite. Le vrai sujet, c'est tant qu'on n'a pas posé des racines profondes, alors on peut pas pousser tout à fait droit. Mais le plan est toujours parfait, j'allais dire, vraiment, peu importe la façon dont on pousse. Le vrai sujet, c'est encore une fois à quel moment on met de la conscience pour revenir à ce qui est fondamental pour nous. Et qu'avez-vous remarqué, parce que vous emmenez donc des groupes sur le chemin de Compostelle justement, quels sont en dehors du parcours, je vais dire initiatique, parce que c'est toujours, quand on part sur ce chemin, c'est un parcours aussi initiatique. Est-ce que vous avez observé leur lien justement à la nature, ou quel impact ça pouvait avoir? Je pense surtout à l'émerveillement, parce que la nature, quand il y a de la beauté, ça peut être aussi en ville, faut aussi le dire. Quand il y a la beauté, il y a l'émerveillement. Quand il y a l'émerveillement, il se passe quelque chose en nous. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Ce que j'observe, c'est que quand on met de la conscience sur soi, quand on met l'envie de cette conscience et l'envie de changer des choses en nous, alors le cadre de la nature se pose, parce qu'on rencontre tous la nature tous les jours. Par le beau temps, par la pluie, par les arbres, par les oiseaux, où qu'on soit sur cette planète, il y a très peu d'endroits où on ne peut pas voir le ciel, entendre un oiseau. Donc la nature, elle est partout. Ce qu'offre ce chemin, ou ce qu'offre ces voyages, c'est simplement de se dire, tiens, je peux me poser pour
ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a moins envie d'être sur nos téléphones ou comme quand on est dans le métro, où là, effectivement, on est enfermé dans un cadre qu'on considère un peu hostile. Donc, on va se mettre dans une bulle pour échapper à un mouvement qui nous plaît que moyennement. Quand on est dans la nature et quand on décide de faire ce chemin, mais encore une fois, parfois, c'est juste d'aller chercher du pain en face de chez soi, mais c'est déjà un chemin. Si on met de la conscience sur, tiens, qu'est-ce que je veux de ce voyage, de ces quelques secondes de voyage, d'aller chercher mon pain, d'aller chez le boucher, d'aller au marché, peu importe, quelle conscience je mets sur ce voyage-là? Si c'est effectivement dans une habitude où je suis au téléphone, où je regarde mon téléphone, je bouscule un passant, etc., eh bien, j'ai une autre conscience. Si ce même voyage-là, ce court voyage, je mets de la conscience d'ouvrir mon cœur, de sourire aux gens. Alors évidemment, dans un monde en ville comme ça, on a l'impression d'être pris pour un illuminé quand on sourit aux gens. Mais la réalité, je le vois bien, c'est moins le cas partout en France de pouvoir sourire aux gens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on met de la conscience? On ouvre son cœur. Mais c'est pareil sur les chemins de Compostelle, sauf qu'on est parti pour ça. On n'est pas parti pour passer son temps sur son téléphone, rivé sur des animations qui nous noient un peu. On est parti pour prendre du temps pour soi, pour être avec les autres, pour être avec soi. Et donc, cette conscience-là, ce changement de paradigme, ce changement d'envie, fait que, naturellement, on s'ouvre. La nature est comme une écoute, comme un décor. Et c'est un personnage principal. D'ailleurs, toujours dans mes livres, le décor est un personnage principal. Mais c'est un choix que l'on fait en conscience, parce qu'elle est partout. Donc le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on y met de la conscience. Très bien. Alors, on va retrouver Maud dans quelques instants après cette pause musicale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, on se retrouve pour cette émission spéciale et nous sommes en compagnie, en présence dans le studio avec Maud Ankawa, qui est auteur, conférencier international, qui a écrit, auteur de 3 best-sellers, Kilomètre Zéro, entre autres. Respire et Plus jamais sans moi. Alors, Maud, c'était une dédicace pour vous, cette chanson, Donna Summer. Qu'on retrouve aussi dans Plus jamais sans moi. Et pourquoi cette chanson pourquoi vous l'avez nommée dans Plus jamais sans moi? Parce que je trouve qu'elle nous met tout de suite dans l'ambiance, dans le corps, dans l'envie. En tout cas, moi, elle me met dans l'envie à chaque fois. Je trouve que la musique, d'ailleurs, c'est extraordinaire à quel point elle joue un rôle dans ma vie, parce que il suffit que j'aille un tout petit peu moins bien ou que je trouve un peu moins de motivation. Allez hop, je mets un peu de musique et puis le corps bouge, parfois comme une folle, toute seule, dans ma chambre, dans mon bureau, peu importe. Et hop, c'est reparti. En fait, le simple fait de bouger le corps, ça nous remet en mouvement. Et je trouve que la musique, pour ça, est assez extraordinaire. Ouais, ça émet des vibrations. Et donc, justement, ma prochaine question, c'est toujours... Belle transition. N'est-ce pas? C'était fait exprès. Et justement, dans Plus jamais sans moi, il y a un parcours, je vais pas livrer, mais il y a comme un peu une chasse au trésor de messages à découvrir qui, à chaque fois, livre un secret. Et entre autres, il y a le 3e secret, l'importance des vibrations, l'importance de ce que l'on écoute. Alors, je vais d'abord faire un petit break faire un petit zoom au niveau de la nature. Les végétaux, il y a plein de différentes recherches scientifiques qui ont été menées, mais les végétaux sont également sensibles, puisque c'est la musique, les sons sont des vibrations, sont également sensibles à ce qu'ils entendent. Il y a eu un TEDx qui a été fait justement sur l'impact, par exemple, d'écouter les canons de Pachelbel. Au niveau, c'est la façon dont ont été écrits les canons de Pachelbel. Les plantes, quand elles entendent ça, justement, d'après dans ce TEDx, j'ai un trou sur la personne qui fait le TEDx, mais en tout cas, l'aura des plantes, il a pu le mesurer, augmente. À l'inverse de si elles entendent du hard rock. Et on retrouve ça dans d'autres expériences. Par exemple, les vignes, quand on leur passe justement de la musique classique, les raisins poussent plus vite, sont beaucoup plus sucrés, il y a moins besoin d'insecticides. Les fleurs, même si on leur passe le bourdonnement fictif, mais c'était pour mesurer un bourdonnement d'abeilles, et en fait, elles augmentent leur nectar, la production de nectar. Donc, il y a un réel impact au niveau vibratoire de ce que le vivant, en général,
perçoit et comment il réagit. Et donc, justement, dans Plus jamais sans moi, dans ce 3e secret, vous parlez de l'importance de ce qu'on écoute et des vibrations que ça procure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sans dévoiler peut-être tout? J'allais dire, sans même parler de science, on pourrait en parler, puisqu'on n'est fait que d'atomes, et d'eau en grande partie, mais l'eau, c'est de l'atome aussi. Et on pourrait démontrer, et on sait démontrer aujourd'hui par les mathématiques, par la physique et par la chimie, qu'on n'est qu'une grande masse vibratoire, puisque des atomes, c'est un noyau et des électrons qui tournent autour. La distance qui sépare le noyau de l'électron, c'est la même proportionnellement que de la Terre au Soleil. C'est de dire qu'on est une grande masse vibratoire, on n'est que du vide, à 99,999%. On parle souvent on n'est que de l'eau ou en grande partie d'eau, mais en la réalité, c'est que l'eau, c'est du vide, puisque c'est des atomes les uns collés aux autres. Mais on pourrait partir en science. La réalité, c'est qu'il suffit simplement de le ressentir. On sent à quel point, sans même nommer les choses, parce que c'est vrai qu'intellectuellement, on a toujours besoin d'avoir des preuves scientifiques. Bon, aujourd'hui, avec la physique quantique, avec la chimie, avec les mathématiques, on sait le prouver. La seule chose qu'on ne sait pas prouver, c'est que cette grande masse vibratoire est intelligente. Mais on sait dire qu'on n'est que du vide. Un peu comme quand on avait découvert que la planète était ronde, ça, pour l'ego, c'est impossible de le comprendre. D'ailleurs, si on se dit on est sur une planète ronde qui tourne à milliers de kilomètres heure, perdue dans l'écosystème et dans le système planétaire, dans un immense système planétaire, notre ego est vite perdu. Non, pas du tout. La Terre est plate. Là, on est en studio, tout est bien solide. Moi, je suis moi, toi, t'es toi. Et puis, on est tous séparés les uns des autres. La réalité, c'est que ça, l'ego ne peut pas entendre ça. Pour autant, au fond, on sait le démontrer. Mais sans cette démonstration, on sait aussi ressentir. Et n'importe qui, n'importe quel enfant, n'importe quel animal même, n'importe quelle plante donc, aussi, puisque c'est le monde du vivant, sait ressentir ça. Et il y a des impacts immédiats. On sait très bien que si on entend une musique qui ne nous convient pas, alors moi aussi j'avais tendance à dire le hard rock, etc., mais il y a des gens qui adorent le hard rock, pour qui ça fait beaucoup de bien. Donc je ne vais pas sectoriser les musiques. La réalité, c'est que quand on écoute quelque chose qui nous fait du bien, eh bien on vibre différemment. Quand on a des pensées positives, quand on a des pensées ouvertes vers les autres, c'est-à-dire vers cette unité, vers cette vibration unique, eh bien on se sent bien. On sait très bien que quand on critique quelqu'un, ça nous fait du bien 3 minutes, et puis très vite on se sent mal dans le corps est figé, le corps se rétracte, etc. Donc sans même faire des grandes théories scientifiques, la réalité, c'est qu'on sait sentir quand on est en lien avec les autres, qu'on se sent bien, et notre état vibratoire et notre état d'amour avec un grand A est très élevé. À l'inverse, quand on critique, quand on juge, quand on condamne, etc., très vite, on se rétrécit et on est mal. Et ça, c'est déjà une preuve par excellence. Il n'y a même pas besoin de démontrer avec des grands concepts, même si c'est ce que j'aime faire, et de passer des années et des années à prouver par la science qu'on n'est qu'un. La réalité, c'est qu'on peut déjà le ressentir. Et quand j'en parle avec des enfants, avec des termes plus simples, pour eux, c'est une évidence. Ils me disent, oui, évidemment, on est liés. Évidemment que moi, je suis bien quand je suis copain avec mon copain de classe ou ma copine de classe, et que quand on se dispute, je suis pas bien. Et donc, voilà, j'ai pas envie de l'aimer, ou j'ai envie de... Donc c'est très simple. La réalité est simple, il suffit simplement de la tester, de l'expérimenter. Et donc cet état vibratoire, eh bien, on peut très vite le définir. Quand on est fâché avec quelqu'un, on envoie beaucoup moins d'amour, et quand on envoie beaucoup moins d'amour, on se sent plus fatigué, plus en colère, avec plus de peur, avec de la tristesse, avec des émotions qui nous gardent dans une énergie plus basse. Ce ne sont pas des mauvaises émotions, attention. C'est simplement une émotion qui nous ramène à une certaine vibration. Toutes les émotions sont excellentes. Et là, je bannis presque les gens qui disent il y a des bonnes émotions et puis les mauvaises émotions. Enfin, je bannis le concept, pas les gens, parce que ça ne serait pas tout à fait juste. Mais le concept, c'est que toutes les émotions sont bonnes, et on sent dans quel état vibratoire on se sent. Donc quand on s'ouvre et quand on se sent en lien avec les autres, eh bien effectivement, notre niveau vibratoire augmente, simplement parce que notre niveau d'amour envers l'autre, et donc envers soi, augmente. Et en fait, tout le monde n'a pas forcément accès à son corps. Donc, vous, dans les accompagnements que vous faites, comment vous amenez les personnes à avoir aussi cette conscience corporelle? Parce que tout le monde ne réagit pas. Tiens, j'ai tel muscle qui est en train de se contracter. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Chacun est différent à ce niveau-là. Non, on n'a pas tous le même accès. Alors, c'est très juste, d'autant plus que moi, j'ai mis beaucoup de temps à réconcilier mon corps. J'ai mis des années même. J'avais le sentiment que tout se passait dans la tête, et que donc, on comprend, mais on ressent pas. Donc quand on me disait quelque chose, je comprenais,
Mais j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas besoin d'être dans le corps, jusqu'au moment où j'ai quand même fait, je me suis fait opérer à cœur ouvert, j'ai fait 2 arrêts cardiaques, je suis passé quelques fois sur le billard, donc le corps parlait pour moi et essayait de me dire quelque chose. D'ailleurs, quand on vit une maladie, c'est la bonne santé qui s'exprime. Il y a un truc qui va pas, donc le mal est en train de dire quelque chose, c'est-à-dire la bonne santé est en train de dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc moi, il m'a fallu des années. Donc comment je fais avec les autres ? Eh bien, je commence par les comprendre, que c'est pas si simple d'entendre le corps, et pourtant, on est tous connectés à notre corps. Parce que si on se brûle, on a tous mal. Si on tombe, on a tous mal. Donc on l'entend, sauf que très vite, pour certains, dont je faisais partie, le mental vient anesthésier quelque chose. Pour continuer à aller de l'avant, pour ne pas écouter justement cette douleur et aller toujours vers plus. Donc on a cette faculté intrinsèque d'anesthésier aussi. Mais la réalité, c'est que quand on fait une pause c'est quoi ? Il y a des gens qui ont des pauses forcées comme moi. Hein. Quand vous êtes à plus pouvoir bouger sur un lit d'hôpital, forcément on est obligé d'être en pause. Et là, on est forcément un peu obligé d'écouter. Alors, la crise cardiaque, tout ça, j'ai testé, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Donc, essayez de vous poser avant même d'en arriver là. Mais la réalité, c'est que quand on se pose, eh bien, on entend son corps. Donc, comment je fais avec les autres ? Simplement, je les aide à se poser. Mais même une fraction de seconde, c'est-à-dire quand j'ai une fraction de seconde, c'est peut-être déjà 1 minute. Parce que quand on se pose 1 minute, qu'on ferme les yeux, qu'on respire tranquillement, alors naturellement, on peut le faire en direct, on peut tout à fait avoir accès à la petite tension, justement, comme vous disiez, dans l'épaule, ou peut-être dans le genou, peut-être dans le pied. On sent cet inconfort, si tant est qu'on reste quelques secondes en silence avec soi. Et ça ne demande pas beaucoup de courage et ça ne demande pas d'être expert. Il suffit simplement de respirer un bon coup, expirer, et puis de se poser quelques secondes à scanner notre corps. Et quand on commence de la tête, en passant par le cou, en passant par les épaules, par le thorax, etc., on sent si notre respiration va vite, si au contraire elle est calme, s'il y a des tensions dans le cou, dans les épaules, à différents endroits. Et c'est aussi simple que ça, que d'écouter son corps. On met toujours, encore une fois, des grands concepts autour des émotions, autour du corps. T'entends ton corps, t'entends pas ton corps. Non, la réalité, c'est que c'est accessible à tout le monde, sauf qu'on n'a pas appris à le faire. Ce qui est moins le cas dans d'autres civilisations. Il y a des civilisations pour qui le corps est bien plus important que le mental. Pour d'autres, où les émotions sont bien plus importantes que le corps et le mental. Mais cette réconciliation fait que il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, il n'y a pas besoin d'avoir des grands concepts, il faut juste réapprendre en quelques minutes à s'écouter un peu. Et je sais que ça fait peur. Moi-même, j'avais peur et c'est pour ça que très vite on prend son doudou. Alors le doudou, c'est le téléphone sur lequel on va aller switcher sur les réseaux, sur les copains, sur un tas de choses qui vont faire qu'on va pas prendre ce temps. Parce que ce temps avec soi, il n'est pas toujours simple à prendre, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de le faire. Et d'autant plus justement dans vos voyages où il y a la marche, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le meilleur moment. Alors c'est prendre conscience de son corps, mais aussi quand il va bien, parce qu'il y a aussi les sensations de ça va bien. Alors souvent on l'entend plus quand ça va pas bien. Et donc là, dans ce que vous apportez, comment les personnes, est-ce qu'elles ont accès dans votre expérience aussi à l'entendre quand ça va bien? Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le propre de la gratitude qui est une philosophie de vie, la gratitude. Alors on parle souvent de gratitude. Gratitude, c'est devenu un mot un peu, ça s'est vulgarisé en tout cas. La gratitude, c'est simplement de dire merci à tout ce qui va bien. Et tout ce qui va bien, c'est beaucoup déjà dans une journée. On a tendance, parce qu'encore une fois, on nous a appris à faire des choses comme ça. Quand on fait une dictée à l'école, on vous dit t'as fait 3 fautes à ta dictée. On vous dit pas t'as écrit 250 bons mots. On vous dit t'as fait 3 fautes. Donc nous, dans notre expérience mentale, on regarde toujours ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, tout allait bien, mais on le voit pas. Ça, on voit plutôt l'événement, le petit événement qui a fait que on va tourner en boucle sur ce petit événement et sur ce petit problème. Parfois, c'est des gros problèmes, mais à côté de ça, il y a aussi 1000 choses qui vont bien. Le simple fait, par exemple, de se lever le matin et puis de se dire tiens, j'ai mal nulle part, ou qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Si on se focalise sur ah bah oui, mais aujourd'hui il pleut, et du coup ma journée est gâchée, la réalité c'est que à la seconde où on va poser une intention sur quelque chose, on peut se raconter ce qu'on veut. Si à l'inverse on se dit tel qu'il est aujourd'hui, il pleut. Moi je viens du sud et il pleuvait aujourd'hui,
Mais c'est une fête absolue dans le sud quand il pleut. Ça fait des semaines et des semaines qu'on n'a pas une goutte de pluie. Donc quand il pleut, c'est presque un événement extraordinaire. J'ai appris ça dans le désert. Il pleuvait j'ai vécu l'expérience de la pluie dans le désert une fois. Les berbères sautaient en l'air et fêtaient la pluie. Et nous, on était sous des espèces de sacs plastiques qu'on avait improvisés pour se protéger. Mais en la réalité, c'est pas ça. Donc, encore une fois, là où on met notre intention, l'énergie va suivre. Donc, la gratitude, c'est vraiment de se poser sur tout ce qui va bien. Tiens, aujourd'hui, j'entends et j'entends encore. Depuis que je suis né, j'entends. Depuis que je suis né, je vois. Depuis que je suis né, je sens. Depuis que je suis né, il se passe de bonnes choses. Je peux manger, j'ai un toit, etc. Quand on voyage, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas un toit, que tout le monde ne peut pas faire un certain nombre de choses. Donc voilà, je crois que focaliser là où c'est important pour nous, ça va changer pas mal de choses. Et ça enchaîne justement. Ce soir, on vous retrouve. Alors c'est à billets fermés déjà pour la conférence au Palais des Congrès à 20h30. Quelle sera la thématique de la conférence? Ça va faire un lien quand même. La thématique, ça va être le bonheur, une philosophie de vie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on nous a pas appris à être heureux. On nous a appris un tas de choses dans cette civilisation, mais pas forcément à être heureux. Et c'est pour ça qu'on voit un gros décalage entre des gens qui veulent être heureux réellement, les sondages le montrent, et puis ceux qui arrivent à le faire. Donc j'avais envie de partager des clés qui m'ont permis de me reconnecter à moi, d'aller davantage vers moi pour dépasser mes peurs et vivre la vie qui m'inspire. Et comment on vous retrouve? Enfin, voilà, vous avez différentes actualités. Là, vous avez un mât, je crois. Oui, dans le sud, que j'ai acheté pour recevoir les lecteurs à travers des séminaires, pour aller un peu plus en profondeur sur les enseignements. Beaucoup me demandent d'aller au-delà du livre, travailler sur eux. Donc j'ai acheté ce mât pour réunir les gens. Et puis je fais différentes sessions. Alors je pourrais, il y en a énormément de demandes, puisqu'on a à peu près 300 demandes jour et on n'a que 15 places, parce que je voulais vraiment faire quelque chose de vraiment intimiste, c'est-à-dire que le but c'est d'aller en profondeur et j'ai fait le choix à ma façon d'essayer de remercier les lecteurs de cette grande aventure, mais je ne peux pas recevoir tout le monde. Donc voilà, je fais 6 à 8 semaines par an dans ce mât pour aller en profondeur dans ces enseignements et débloquer, défiger au maximum les choses, parce qu'on a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas et l'idée c'est ça. Et je continue à écrire, bien sûr. Je sais que vous êtes la question qui brûle. J'ai tous les journalistes qui me demandent et quand est-ce qu'arrive le 4e. Je l'ai toujours dit. J'ai écrit un premier, je ne sais pas s'il y aura un deuxième. J'ai écrit un deuxième, je ne sais pas s'il y aura un troisième. Puis un troisième, et je ne sais pas s'il y aura un 4e, parce que tant qu'il n'est pas complètement abouti et centré, je ne sais pas dire qu'il y en aura un. Mais en tout cas, j'y œuvre. Et en plus, c'est dans un beau cadre. Alors, Maude, merci infiniment. Merci à vous, Sandrine. Vraiment, d'être venue, d'être là avec nous. Et pour clôturer cette émission, puisqu'on parlait quand même du BiFit, puisque la conférence de Maude, c'est pour l'ouverture du BiFit. Donc le BiFit va avoir lieu le 14 et 15 septembre. C'est l'édition numéro 8 qui, cette année, est 100% ex-Riviera des Alpes. Alors, il y aura plus de 50 stands. Il y a 90 heures d'ateliers payant. Il y a 45 heures d'ateliers et de conférences gratuites. Et il y a une nouveauté cette année, c'est des parcours thématiques. Le sommeil, le bien-être avec son corps, le bien-être durable, adolescent, burn-out. Et il y aura même une bibliothèque éphémère. Et en plus, voilà, quand même le summum du BiFit, c'est que ça se passe dans un cadre idyllique qui est au bord du lac du Bourget, en pleine nature. Et justement, ça fait de cette manifestation quelque chose d'encore plus... J'allais dire, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une ambiance bon enfant. Il y a une super atmosphère, vraiment. Je vous invite vraiment, et tout est sur le site de BiFit ex-Riviera. Et j'ai une mention spéciale pour Laurie Sauvigné, merci Laurie, qui est ici avec nous dans les studios et avec d'autres personnes de l'Office du Tourisme. Laurie Sauvigné, directrice de l'Office du Tourisme, Aix-les-Bains-Riviera-les-Alpes, qui a eu la très bonne idée d'inviter Maude Ankawa. Merci Laurie. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons, comme c'était une émission spéciale, nous nous retrouvons pas dans 15 jours, mais bien la semaine prochaine. Maude, merci infiniment. Merci à vous, vraiment, de m'avoir reçu avec autant d'amour, toute l'équipe, d'ailleurs, de cette radio Grand Lac, qui a à cœur de faire les choses avec passion, et ça me touche toujours beaucoup. Merci infiniment. Et à bientôt, chers lecteurs. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio.
Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.